On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on rencontre le nouveau directeur général de Tourisme Montérégie. Il était sur la Côte-Nord, il s'en vient travailler chez nous, mais dans un contexte évidemment qu'on connaît, celui de la COVID, ce qui est loin d'être facile dans le monde du tourisme. Mais d'abord, parlons de Chambly. Cette ville est dans le territoire de la CMM, donc en zone rouge. On en discute avec la mairesse Alexandra Labbé. Les différents paliers d'alerte au Québec, évidemment, sont un peu particuliers, complexes, même selon les territoires, notamment ici même en Montérégie, où une vaste majorité des villes sont en territoire rouge, d'autres sont en orange. Nous, physiquement, on est dans un studio orange, on la rejoint à Chambly, à 18 km de nous, et là, pourtant, on est en zone rouge. C'est la mairesse de Chambly, Alexandra Labbé. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, évidemment, vous êtes en zone rouge parce que vous faites partie de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. Ce n'est pas le cas de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pourtant, la frontière est vraiment pas très loin l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça change pour une ville comme Chambly d'être en zone rouge en ce moment? Ça change en fait beaucoup de choses. Bien, on a surtout le volet bibliothèque où on est retourné au prêt sans contact. Donc, on a fait des ajustements de ce côté-là. Ça change énormément de choses pour nos restaurateurs, pour nos commerçants. Les commerçants, bon, on s'entend cette fois-ci, les commerces ne sont pas fermés, mais pour les restaurateurs, c'est sûr que c'est un autre coup très, très dur. Ils vont avoir besoin de nous. Ils ont besoin de nous présentement pour tout ce qui est pour emporter, qu'on peut ramener à la maison, mais ils vont avoir besoin de nous aussi à leur réouverture. Donc, je vous dirais que ça a quand même un gros impact. Ça a un impact sur le moral aussi. Je pense qu'on en est tous au point où on a envie que tout ça retourne à la normale. Donc, il faut faire un dernier effort, un gros effort, mais on met les bouchées doubles. Bon, peu de gens comprennent un peu pourquoi des villes sont dans la CMM puis d'autres n'en font pas partie. Même, je regardais la MRC dans laquelle vous faites partie, Vallée du Richelieu. Je voyais une publication sur Facebook qui disait, écoutez, là, nous, bon, c'est Chambly, Carignan, mais encore là, ou encore Belleuil, mais les villes qui sont au nord ne sont pas là-dedans. Du côté de la MRC de Rouville, à côté de chez vous, on dit oui, Richelieu, Saint-Mathias, CMM, mais les autres, on n'est pas dedans. En fait, la question que j'ai envie de poser, c'est plus une question pour vulgariser pour le public. C'est quoi ça, la CMM, puis pourquoi Chambly en fait partie? En fait, la CMM, je trouve le plus beau parallèle à faire, c'est peut-être celui d'une MRC. Là. Une MRC, à un moment donné, ça a des limites. On est dans la MRC ou on est dans la suivante. Bien, la CMM, c'est un peu le même principe. Bon, c'est assez différent parce qu'on est autour d'une agglomération, d'une métropole. Donc, on s'est donné des limites pour se permettre de partager le coût de certains services qui débordent les limites de la métropole. Donc, on parle de transport en commun, on parle d'infrastructures routières. Donc, on a décidé de demander aux villes limitrophes qui font beaucoup la navette là, pour venir travailler au centre-ville, travailler à Montréal, de donner un coup de main, de faire leur part pour qu'on se dote de meilleures infrastructures puis qu'on fasse de la métropole là, quelque chose, d'avoir un réflexe plus métropolitain, plus élargi, donc être capable de développer des structures ensemble. Ça résume à peu près simplement là, un peu ce principe-là. Et dans le cas de la COVID où le gouvernement doit fixer des limites et parle de l'agglomération de Montréal et inclut Chambly, est-ce que vous ne trouvez pas ça quand même un peu injuste de voir, par exemple, les restaurants de Chambly fermés et ceux de Saint-Jean, qui est pourtant une grosse ville de près de 100 000 habitants, où c'est ouvert? Il n'y a pas une forme un peu une certaine injustice, si on veut, là-dedans? Mais je vous dirais que ce genre d'injustice-là se vit partout au pourtour du territoire, là, qu'on prenne Contrecœur et Sorel, là, qui vivent à peu près le même principe, qu'on prenne aussi sur la Rive-Nord, là, où on arrive à la limite, bien, ça devient une injustice où de l'autre côté, c'est permis et de notre côté, ce n'est pas. Je pense que dans le cas de Chambly, la proximité avec l'agglomération de Longueuil, où on a quand même un nombre élevé de cas, je pense que pour moi, ça fait du sens. C'est un gros sacrifice. C'est pas facile, mais je pense que d'être inclus dans la CMM, c'est pas non plus un désavantage parce qu'on s'entend que ce qui est créé à Saint-Jean, là, qui est la limite et qu'on a la possibilité d'aller manger à Saint-Jean, bon, on n'aurait pas voulu que ça fasse ça entre Chambly et l'agglomération de Longueuil nécessairement. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien, un mal nécessaire. Donc, on fait partie de cette limite-là, il faut concilier avec. Bon, au niveau des opérations même de la ville de Chambly, on en parlait tantôt au début de l'entrevue. Bon, on était jaune, orange, on est revenu rouge maintenant. Au niveau des employés en tant que tels, est-ce qu'on a toujours finalement maximisé le télétravail du côté des employés eux-mêmes ou si même au cours de l'été, on en avait ramené? Mais je vous dirais qu'on était en processus justement de ramener les gens au bureau, que ça se faisait assez bien et qu'on avait presque ramené tout le monde, je vous dirais, à part certaines exceptions où
on avait encore quelques personnes en télétravail. Donc, on refait le processus inverse et on a renvoyé les gens au maximum en télétravail. Je vous dirais que ce qui a changé entre la première et la vague de maintenant, c'est qu'on essaie de le penser un peu plus long terme, puis on s'est vraiment adapté, puis on essaie de prendre des décisions là, pour une période de 3 mois, donc d'assurer nos équipes d'une certaine continuité là, plutôt que d'y aller mois par mois. Là, on sait que c'est 28 jours que le gouvernement nous a donné comme défi à réaliser. On s'est donné un horizon un petit peu plus loin pour permettre de stabiliser les équipes et pas de jouer aller-retour. Bon, quels sont les impacts financiers de la COVID pour une ville comme Chambly? Énorme. Et pour le moment, je vous dirais encore incalculable. Là, on a créé un poste budgétaire COVID ou en tout cas une identification COVID sur l'ensemble des dépenses qui sont attribuables à cette situation-là. Mais pour le moment, les impacts vont être majeurs et ils sont encore difficiles à prévoir. Je vous dirais qu'au niveau du transport en commun, même si c'est plus la ville qui en est responsable puis qu'on est avec l'organisme EXO là, qui s'occupe de plusieurs dessertes de transport en commun, puis que c'est la RTM qui gère là, les dépenses puis le budget autour de ça, on va quand même avoir les contre-coups, ça va se transmettre dans nos codes-parts. Donc, on a tout ce volet-là qui est pour le moment très dur de calculer. On ne sait pas comment l'achalandage va revenir. Je pense au niveau des services, les camps de jour cet été qu'on a tenus quand même nous ont coûté beaucoup plus cher. Quand on parle de toutes les mesures qu'on a à prendre aussi pour permettre aux employés d'être en sécurité, bien, ça a un coût, c'est sûr, un impact. Donc, pour le moment, difficile de le calculer. Est-ce que ça va durer encore sur plusieurs mois? Ouais. On ne le sait pas. Bon, comme toute bonne municipalité, généralement à l'automne, on prépare le budget de l'année suivante. C'est assez difficile de faire des projections dans un contexte pareil. En même temps, on a vu certaines villes et municipalités au Québec qui souhaitent un peu alléger le fardeau fiscal de leurs citoyens en gelant les taxes ou en ayant des augmentations, disons, raisonnables. Vous en êtes où du côté de Chambly là-dessus? On amorce le processus budgétaire, donc effectivement, là, ça va être un automne où on va devoir se poser ces questions-là. On va devoir réfléchir ensemble à où on veut aller, puis jusqu'à quel point on conserve les projets à l'horaire, lesquels on met de côté. Donc, c'est des questions qu'on va se poser. On le commence, là. On n'a pas encore eu le temps de se positionner sur ces différents dossiers-là, mais effectivement, il va falloir évaluer. Est-ce qu'on maintient certains projets? Est-ce qu'on les repousse d'un an? On va y voir dans les prochains mois. Bon, parlant de projet, vous en avez eu un très, très beau, mais qui a coûté, semble-t-il, très, très cher. C'est celui du pôle culturel de Chambly, bon, qui, d'ailleurs, actuellement, ne peut pas présenter de spectacle parce que vous êtes en zone rouge. Parlez-moi de ce dossier-là un peu, parce qu'il y a eu, d'ailleurs, une conférence de presse à ce sujet-là, et ça a coûté cher. Combien? À quelle hauteur ça a coûté trop cher, ce projet-là? Bien, en fait, on en a reparlé la semaine dernière parce qu'on a déposé un rapport qui était très attendu, un rapport qui a été demandé par le conseil municipal. Donc, un rapport sur qu'est-ce qui s'est passé au juste. On voulait vraiment comprendre, là, autant au niveau chronologique, historique, qu'au niveau des dépenses, pour vraiment donner un portrait clair aux Chambliens de ce qui s'était passé avec leurs sous. Donc, effectivement, c'est un projet qui, au départ, là, je vous dirais, quand on a effleuré l'idée là, d'avoir une nouvelle bibliothèque, on parlait d'un budget autour de 6-7 millions. On s'en sort, là, excluant les subventions qu'on a eues du ministère, on s'en sort avec une dépense d'environ 22 millions. 22 millions sur un budget qui, normalement, avait été projeté de 7? On s'entend. On parle de ces trois proportions gardées. Ouais. C'est énorme, c'est une grosse différence, mais on s'entend que, bon, on parlait au départ d'un projet uniquement d'une bibliothèque, on est rendu avec une salle de spectacle. Donc, il y a quand même certaines choses qui expliquent cet écart-là. Ce qui est vraiment surprenant, c'est de voir que le projet a évolué un peu dans tous les sens et a évolué sans véritable planification budgétaire, sans véritable transparence pour les citoyens, donc qu'on puisse suivre le fil. Et surtout, il n'a pas évolué selon les besoins du milieu, du territoire et de la population. Je pense que c'est le plus choquant là, dans ce rapport-là, c'est de constater que le fil conducteur, c'est vraiment pas les besoins de la population. Qui était imputable de ça? C'est le précédent conseil, c'est l'ancien maire Lavoie, c'est un directeur de service, une ferme externe. Bref, qui était chargé de vérifier à ce que le budget soit en principe respecté? Bien, en temps normal, une ville, ça fonctionne avec vraiment une étroite surveillance du conseil. Je vous dirais que ce rapport-là, ce qui dévoile, c'est qu'en l'absence d'informations, le conseil n'a pas pu prendre de décision éclairée sur plusieurs éléments.
On a aussi dû rattraper, là, je voudrais dans la dernière année avec le nouveau conseil, on a dû rattraper plusieurs dépenses qui avaient été faites de manière, en fait, j'allais dire illégale, mais c'est surtout que ça n'a pas suivi le processus normal. Disons, Donc, inapproprié vraiment... peut-être? Inapproprié, oui, Ouais. tout à fait. Donc, il y a vraiment des mesures qui n'ont pas été suivies, des mesures de surveillance et de contrôle. Donc, qui est imputable? Bien, je vous dirais qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas joué leur rôle ou qui ont mal joué leur rôle. Le rapport nous en isole quelques-uns, là, mais il y a quand même eu plusieurs responsables dans ce dossier-là qui auraient pu mieux travailler. Bon. Comme on le voit, les affaires courantes continuent au-delà de la planification budgétaire ou de ce rapport sur les dépenses du pôle culturel de Chambly. Quels sont pour vous les autres enjeux à moyen terme, ou en fait pour la prochaine année, parce qu'il y aura une élection quand même dans un an? Bien, je vous dirais qu'on a plein de beaux projets qui sont quand même, malgré là, les ralentissements de la COVID, sur le point de voir le jour. L'agrandissement de l'école secondaire, ça commence maintenant. Donc, les chantiers sont en train de se mettre en place. On est en pré-chantier, si vous voulez. On a un aménagement d'une piste cyclable absolument magnifique qui est presque achevée aussi, donc qui va longer le boulevard Périgny qui est sur l'emprise ferroviaire. Donc ça, c'est un beau projet qu'on a bien hâte de pouvoir en profiter. Le plan Chaudron aussi, on en a parlé beaucoup cette année. Encore une fois, bien, il y a eu des délais, la COVID oblige, mais on est sur le point aussi de terminer ce projet-là. Donc, on a vraiment des beaux projets en fin de parcours. On en a 3 autres qui commencent. En fait, on va annoncer à l'Assemblée du Conseil, qui est au moment où on se parle demain soir, mais que vous pourrez visionner en rétroaction là, quand ça sera diffusé. Donc, juste avant le Conseil de ville de mardi soir, on va annoncer les 3 gagnants des budgets participatifs, donc 3 belles enveloppes de 100 000 $ qui vont trouver leur projet. Ça bouge. Ça bouge bien, je pense, à Chambly. Donc, et oui, on s'installe tranquillement dans une année électorale pour la prochaine année. Alexandre Labbé, mairesse de Chambly, merci beaucoup. Mais merci de m'avoir reçu à distance. On respecte les zones, hein? Orange, rouge. On est respectueux des règles. Voilà, on donne l'exemple. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le nouveau directeur général de Tourisme Montérégie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, entre autres football civil. Absolument, avec William Julien, l'informateur joannais. En deuxième partie, hockey scolaire. Exactement, mais toujours à PML. Ouais. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Tourisme Montérégie a maintenant un nouveau directeur général en la personne de Mario Leblanc. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bien, félicitations d'abord. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de me recevoir aussi. Et là, vous arrivez de la Côte-Nord. Oui. Vous avez passé combien de temps sur la Côte-Nord? J'ai été là 4 ans. En fait, la Côte-Nord était pour moi une nouveauté parce que j'ai été embauché, non pas pour mes connaissances du territoire de la Côte-Nord, mais pour d'autres considérations. Puis quand on m'a offert le défi, je l'ai accepté. Je disais, ça va être un beau défi, une grande région. Puis il y avait un enjeu de regroupement d'associations touristiques. Puis je l'ai fait avec plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir. Mais le retour, je dirais, plus au sud du Québec, de là où je viens d'ailleurs, parce que moi, je suis natif des cantons de l'Est. Puis, ça faisait plusieurs années que je me disais, bon, j'aimerais ça revenir dans la région, la Montérégie avec un produit agro-touristique, le vélo, des choses qui m'intéressent beaucoup. Puis, me rapprocher de la famille, de certains amis aussi, là. Bien que j'en ai aussi sur la Côte-Nord, des amis, là. Parlez-nous un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui fait que dans la jeune vingtaine, vous vous êtes retrouvé tranquillement pas vite dans le monde touristique ou autres secteurs connexes qui vous ont amené vers le tourisme?
Bien, quand je suis sorti de l'université, j'ai étudié d'ailleurs à Sherbrooke. J'ai commencé tout de suite à travailler dans Charlevoix au développement économique. À l'époque, j'étais agent de développement pour soutenir les jeunes entrepreneurs. De fil en aiguille, je me suis retrouvé directeur d'une corporation de développement économique dans la MRC de Charlevoix. Et c'est là que j'ai commencé à travailler plus en agrotourisme et commencé à toucher le tourisme plus particulièrement. Puis, de fil en aiguille, là, j'ai évolué dans les structures de développement économique dans la région de Québec. Et à un moment donné, je me suis trouvé directeur d'un CLD. Et après la conférence régionale des élus jusqu'au moment où le gouvernement a décidé de fermer les CRI. Puis, lorsque la CRI... en fait, j'ai fait après ça un contrat à la Ville de Québec, au service de développement économique. Puis, ce que j'avais le goût, c'était de me retrouver, de retourner à la tête d'un organisme de développement économique et idéalement en tourisme. Et là, je me retrouve depuis maintenant 4 ans, là, vraiment à temps plein en tourisme et j'adore ça. Donc, Charlevoix, Québec, Côte-Nord, volet économique, volet plus touristique, parce que dans le fond, le boulot que vous aviez du côté de la Côte-Nord est sensiblement le même que vous faites ici aujourd'hui? Oui, sensiblement le même. Le produit est différent. La façon de travailler la façon de travailler avec les partenaires, c'est toujours la même chose. Pour moi, travailler de près avec les partenaires, que ce soit les services ou les offices de tourisme, les municipalités, mais aussi les entreprises, c'est la même chose. Je pense qu'on est au service de nos membres, on est au service du milieu, et pour moi, ça, c'est important. Mais le produit est différent. Bon, parce qu'à la base, ici, on appelle ça tourisme Montérégie, mais dans les faits, c'est issu des ATM, donc des associations touristiques régionales, les ATR, pardon, oui. Qui sont un peu les vecteurs de ces organisations qui gèrent le tourisme un peu partout au Québec. Là. Oui. Bien, les ATR, il y en a une dans chaque région touristique. Hein? C'est toujours la même chose. Ici, à Montérégie, une grande force aussi, c'est tout ce qui est le tourisme d'affaires. C'est aussi en même temps ce qui nous impacte le plus actuellement avec la pandémie. Mais on a une région qui a... En fait, moi, ce qui me frappe depuis que je suis arrivé aussi, je connaissais la Montérégie, mais évidemment, je la connais encore plus depuis que je suis ici, je m'y intéresse encore plus. C'est la densité et la qualité des produits qu'on peut avoir, des attraits, d'hébergement. On a de tout ici. Là. On a quelque chose à faire découvrir de façon extraordinaire. Puis en fin de semaine, je vais aller faire un peu d'agrotourisme. Puis, je demeure en zone orange, donc je suis allé en zone orange. Et puis, je suis allé chez Michel Jaudoin, puis j'étais fier de voir ces installations-là. Je ne les connaissais pas encore, puis c'était vraiment, là, c'est quelque chose de beau. Beau paysage, c'est un bel environnement. Bon, vous êtes en poste déjà depuis quelques semaines. En fait, vous avez pris la relève de José Julien, qui a quitté pour un projet personnel. Elle est probablement quelque part sur son voilier. Elle a décidé quand même de quitter. Bon, je pense qu'elle a retardé un peu son voyage à cause de la COVID, mais elle a fini par partir. Et là, maintenant, vous êtes en poste aujourd'hui, donc vous êtes un peu à la découverte de la Montérégie, comme vous dites, que vous connaissiez, mais que là, vous portez plus d'attention là-dessus. Évidemment, le portrait est particulier. Vous dites, bon, il y a beaucoup de densité de population, visiblement. Proximité avec Montréal, proximité avec les États-Unis. Souvent, on a parlé ici plus d'escapade que d'hébergement, quoique l'hébergement est en train de se développer aussi. Donc, c'est un portrait qui est totalement différent de celui de la Côte-Nord que vous avez vécu. Bien, tout à fait, parce que sur la Côte-Nord, on vend les grands espaces et les distances aussi. Puis ici, on vend le produit. La clientèle est plus près. Hein? Quand on parle de clientèle montréalaise, Ontario, États-Unis, effectivement. Puis... mais c'est sûr qu'il faut... Oui, il y a l'escapade, mais je pense aussi qu'il faut travailler encore plus aussi au niveau des séjours. Hein? Générer, avec les attraits, comment on peut générer aussi des nuitées de plus. Est-ce qu'on devrait offrir plus de forfaitisation, peut-être? Moi, on réfléchit à ça. Là. Comment on pourrait se relancer, se relever de la pandémie par après. Il faut développer des nouvelles stratégies. Donc, il y a cette possibilité-là aussi. Là. D'ailleurs, le gouvernement met des programmes... sur pied pour encourager la forfaitisation. Est-ce qu'on devrait plus en profiter, plus axer là-dessus pour générer des nuitées? Parce qu'on a de beaux attraits, puis il y a des beaux attraits. Un autre élément aussi que j'ai remarqué, beaucoup d'attraits privés. C'est pas toutes les régions qui ont des investissements privés en tourisme. C'est une autre force aussi de la région. Commencer un nouveau boulot quand on est en temps de COVID, ça rajoute une couche, disons, je présume? Oui, beaucoup.
Puis je ne vous cacherai pas que ça fait partie de ma réflexion avant d'accepter le défi. J'y ai songé parce que c'est un enjeu majeur. De juste... moi, juste entrer en contact avec les employés qui sont encore à la moitié du temps en télétravail. On a une distanciation à respecter. Donc, les premières réunions d'équipe que j'ai faites, je les ai faites avec GoToMeeting. J'ai eu la chance, là, qu'avant qu'une partie du territoire tombe en zone rouge et que la situation change, de faire quelques rencontres de partenaires. Mais les prochaines semaines, je suis obligé de restreindre, diminuer ces rencontres-là. Oui, c'est un gros défi. Je l'ai accepté en me disant qu'il va y avoir une fin à cette pandémie-là, puis qu'après, bien, la région va être encore là, puis nos produits vont être encore là, puis il faut... mais oui, c'est tout un défi. Parce que on le dira jamais assez souvent, mais les meetings à distance, il y a deux façons de voir ça. Évidemment, si vous et moi, on se connaît depuis 10 ans, puis qu'on est un an à se parler au téléphone ou par vidéoconférence, on se connaît déjà. Oui. Quand on n'a pas eu de premier vrai contact avec quelqu'un et que le premier vrai contact qui se passe en Zoom ou GoToMeeting ou Teams, ça n'a pas la même saveur. C'est pas pareil. Pas du tout. Puis, je pense que dans le travail que l'on fait aussi, il y a une force à développer aussi, c'est la force du réseau. Bien comprendre aussi les enjeux de chacun des secteurs, des entreprises, de nos intervenants. On ne le saisit pas de la même façon avec avec une réunion par visioconférence qu'en personne. L'employé qui va m'interpeller pour un dossier que je veux interpeller, c'est absolument pas la même façon que si on est dans les mêmes bureaux. Fait que oui, c'est un défi. Il y a un avantage avec le télétravail. On va rester avec certaines habitudes de télétravail, c'est certain. Mais c'est pas... Mais il faut conjuguer avec. Puis je pense qu'à date, malgré tout, dans 3 semaines, j'ai commencé à rencontrer des gens. J'ai fait des rencontres la semaine passée. Ça a super bien été, en GoToMeeting avec des premiers partenaires. Je sais qu'il est tôt encore, mais est-ce qu'on est à même de dresser un certain bilan de l'été qui vient de se terminer? Parce que quand on regarde ça, en tout cas dans nos familles, nos amis, évidemment, peu de gens sont allés en Europe, c'est des cas d'exception, ou dans l'Ouest canadien. Évidemment, les maritimes, on n'en parle même pas, encore moins les États-Unis par voie terrestre. Donc, bref, le monde au Québec, ils ont fait quoi cet été? Ils sont allés en Gaspésie, peut-être sur la Côte-Nord ou Charlevoix, ou ils sont restés en Montérégie à faire des escapades. Est-ce que vous avez déjà un certain écho de vos membres sur le genre d'été qui ont passé? Oui, on a des échos. Puis ce que je vous dis, là, c'est plus sur ce qu'on perçoit, parce qu'on n'a pas fait encore notre sondage. Évidemment, c'est très diversifié, dépendamment de là où on se retrouve sur le territoire et dans quel secteur on opère. L'agrotourisme, la restauration a somme toute relativement bien fonctionné. Encore là, ça peut être variable en fonction des commerces. Là où on a un impact qui est certain, c'est tout ce qui est réunion d'affaires. Puis si on le retrouve plus dans la couronne sud de Montréal, puis que la situation aussi du centre-ville de Montréal a un impact sur nous, les grands événements que l'on n'a pas. Ça fait que nous, on le voit aussi par la taxe sur l'hébergement que l'on perçoit. Et sans contredit, il y a beaucoup moins de nuitées qui se sont faites, malheureusement. Bon, parce qu'en même temps aussi, la Montérégie vit une certaine dualité territoriale. Il y a une partie qui est en rouge, et il y a une autre partie qui est en orange, là, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Si on part de Valleyfield, Saint-Jean ou Sorel, aux extrémités, on est en zone orange. En tout cas, en date d'aujourd'hui, au moment où on enregistre l'entrevue, ça peut changer. Mais ça aussi, c'est une différence assez particulière parce que ceux qui sont à proximité, Longueuil ou Roussillon, c'est un autre paire de manches, là. Oui, puis c'est une particularité avec laquelle on doit travailler. Mais de toute façon, à moins d'avoir une directive du ministère qui nous dit « vous ne faites plus de promotion », comme on a eu au printemps, nous, on continue mais on adapte de toute façon, qu'on soit la moitié orange, la moitié rouge, il y a un contexte qui fait en sorte qu'on doit adapter notre marketing. Puis là, on est plus dans l'inspirationnel. La Montérégie, on est là. On vise plus la proximité aussi, comme on l'a fait au printemps à un moment donné. Puis, ce qu'on veut, c'est qu'on garde dans l'imaginaire des gens, des touristes, que la Montérégie, ça existe, puis venez nous visiter. Puis après, quand on va reprendre une vie normale, on va être encore là. Et cet hiver aussi, rien qui nous dit qu'on n'aura pas un hiver touristique. Comme la ministre nous l'a dit au printemps, il va y avoir un été touristique. Bien, on va s'adapter. On est en train de préparer nos affaires pour l'hiver, en tenant compte des circonstances.
Là, vous êtes appelé maintenant à siéger aussi sur des comités autres, des comités nationaux, si on veut. Ben oui, j'ai eu le plaisir d'avoir eu la confiance de mes collègues qui m'ont élu à un siège au conseil d'administration de l'Alliance d'industrie touristique du Québec, qui regroupe toutes les forces vives, là, finalement, de l'industrie au Québec. Puis dans un contexte comme on est là, bien, c'est un défi qui est drôlement intéressant je pense, ce qu'on peut y apporter, parce qu'on peut, ce qu'on peut y retirer aussi. Mais moi, je suis bien fier de ça. Toujours intéressant de garder son réseau de contacts actif et Oui. d'avoir une voix aussi pour pouvoir exprimer ce qui se passe ici par chez nous. Quand je représente l'Alliance, je représente pas une région, je représente l'ensemble des associations touristiques. Mais nos enjeux il reste quand même qu'actuellement, nos enjeux, dépendamment, peu importe la région, on a pas mal d'enjeux similaires. Mario Leblanc, merci beaucoup. Bonne chance pour ce mandat. Bien, merci, M. Letour. Au plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Baliard quotidien. Comme à chaque année, la Fondation de l'École secondaire Marcelin-Champagnat effectue sa fameuse vente de vêtements d'hiver Avalanche. C'est au profit de la Fondation. Évidemment, cette année, ça se fait dans un contexte différent à cause de la COVID. Donc, pour obtenir des renseignements, allez sur le site de l'école directement. À ne pas manquer, évidemment, le Télébingo en fin de semaine, spécial 5 000 $. À ne pas manquer. À demain. Bye-bye.